Bonsoir, bonsoir, bonsoir tout le monde. Ravi aujourd'hui de rentrer dans notre case, ravi de retrouver Azot. Et aujourd'hui qu'il est en plateau avec moi, Kelly. Eh oui, Kelly, le retour, vous m'avez manqué. Bonsoir à tous et à toutes. Et oui, ravi de partager encore avec vous un moment littéral, de vous embarquer dans un monde toujours fantasmatique, super, idéal, avec donc deux hôtesses de charme, quand même, il faut le dire. Et aujourd'hui, on accueille quelqu'un, visage que vous connaissez, un visage rayonné en la personne de Eric Magamoutou. Bonsoir Eric. Bonsoir Eric. À vous, bonsoir aux téléspectateurs, bonsoir à toute la Réunion. Voilà, donc Eric, je vous fais juste un petit rappel de son parcours. Eric était avocat, ancien directeur de cabinet des députés, président de la Chambre de commerce et des métiers, et ensuite il s'est envolé vers d'autres contrées. D'ailleurs, pour être producteur d'huile d'olive à Kalamata, en Grèce. Et voilà, donc c'est comme une suite logique de votre voyage que vous nous emmenez dans une enfance rayonnaise. Parce que Chaplomaï. Chaplomaï, ça tu tiens, ça tu tiens. C'est Chaplomaï parce que faut faire attention aux sous-titres. Chaplomaï. Voilà. Alors, avant de commencer, moi, ma première question, c'est comment va Rico ? Rico n'a jamais été aussi heureux de sa vie. Mm-hmm. Premièrement, parce que Eric est mort. Et que Rico est là. Et oui, voilà, super. Donc, j'ai retrouvé la naïveté, la joie, le bonheur de l'enfant. Et c'est un cadeau que la vie m'a offert. Eh bien oui, c'est sûr que c'est un cadeau. Parce que la Réunion, c'est une île, la Grèce, c'est une île. C'est comme une continuité parce qu'au début, vous racontez toute cette famille qui vient d'un ailleurs, qui vient de l'Inde et qui arrive, ses arrière-grands-parents. Et donc, on aurait dit une suite logique, c'est comme une odyssée, on en parlait tout à l'heure, qui ne s'arrête pas, qui se poursuit jusqu'en Grèce. Mm-hmm. Alors, moi j'ai une question, est-ce que c'était un devoir de mémoire de parler, parce que vous nous avez envoyé des photos, vous avez retrouvé vos ancêtres, vos arrière-grands-parents, et donc ça c'était une transmission qui vous tenait à cœur, comme dirait Kelly ? Je crois que, pour répondre à votre question, il faut que je donne ce que j'ai. Je crois que on croit qu'on commande sa vie, mais en fait, c'est la vie qui vous commande. Ah. Ce sont des rendez-vous que moi, je ne savais pas, mais qui étaient enfouis. Oui, il était inscrit dans mon parcours de vie, dans cette vie-là, dans cette précieuse existence humaine, que j'aille à Maurice et que je découvre l'indicible, à savoir mon arrière-grand-père, mon arrière-grand-mère. Mais c'est pas une découverte, une photo, et puis on les met là. Non. Mais je pense qu'ils sont là. Ils sont là, ce soir avec nous. Moi, je crois à l'immortalité de l'âme, à l'immortalité de l'esprit. Et si on est en parfaite osmose avec ce qu'on est, cet être-là, tous les êtres qui ont été dans votre vie à un moment, mais dans cette vie-là, mais dans les milliers de vies, ces gens-là vous accompagnent, ces esprits vous accompagnent avec bienveillance, en disant, sois dans la ligne de la vertu, essaye d'être généreux, de faire du bonheur autour de toi. Donc oui, j'ai saisi une corde, une liane, pour aller à Maurice et aller à l'Institut Mahatma Gandhi avec l'aide de mon frère. Les portes se sont ouvertes, les fenêtres se sont ouvertes, et là, j'étais complètement déstabilisé en voyant le visage de mon arrière-grand-père, mon arrière-grand-mère, et de comprendre le numéro d'immatricule, le bateau sur lequel ils sont venus, le domaine où ils ont s'installer. Et après, pendant une dizaine de jours, tout ça, c'est comme un verre d'eau qui est agité. Après, ça se calme, ça rentre à l'intérieur. Et ça y est, ils sont à l'intérieur de nous, ils nous habitent. Bien évidemment. Voilà. Évidemment. C'est magnifique pour moi, c'est prodigieux de voir le visage, d'où on sort, d'où on vient. C'est sûr. Et ce qui est très important, bien sûr, sur leur visage et dans tout ce parcours de l'engagisme,
on sent la souffrance, on sent ce qui s'est passé. Daniel Warhol dit, dans le bateau, tu regardes à droite, tu vois l'océan, tu regardes par-ci, tu baignes dans le sang. Ouais. Et on sent ce qui s'est passé. On sent que c'était pas un voyage Club Med, mais que c'était un voyage peut-être sans retour. Hein, mais il n'avait pas le choix. Donc, tout ça, ça rentre. Mais c'est pas une approche intellectuelle. C'est pas la lecture de livres. Non, non. Là, c'est dans ses tripes, c'est dans son corps, qu'on ressent ça. C'est dans son être, tout simplement. Oui. Voilà. Alors, juste pour une petite, pour ne pas perdre les téléspectateurs, donc tout à l'heure, j'ai posé la question de Rico, parce que Rico, c'était donc votre surnom dans votre enfance. Et là, on a l'impression qu'avec donc cette autobiographie, en fait, c'était un cheminement spirituel et même géographique. En fait, c'était comme si on partait de la rue d'avant. On venait dans l'après, pour après finalement retourner dans un avant-après qui vous correspond maintenant. Alors ma question, c'est pourquoi à ce moment-là de votre vie ? Pourquoi vous avez ressenti le besoin de, comme vous dites, chaplomaille, d'émailler ce qui était à démailler pour essayer de vous retrouver finalement ? Exact. J'ai eu un accident cardiaque. Mon cœur s'est arrêté de battre, ou alors très faiblement, et donc j'ai failli mourir à 20 minutes, quoi. Il fallait me transporter, une douleur atroce, je suis resté 7 jours à l'hôpital, et à la suite de cet accident-là, vous ne pouvez pas sortir de là comme si rien ne s'était passé. En tout cas, moi, non. Je crois que j'ai fait une petite dépression. Et à la suite de cette expression, à l'intérieur de vous, il y a quelque chose qui murmure, un truc qui est là, qui dit Eric, le temps est compté. On ne peut pas te dire quand, mais le temps est compté. Donc il faut faire quelque chose. Ouais, tu as une belle vie, mais maintenant, prépare-toi. Mais il y a plusieurs façons de se préparer. Exactement. Soit on fait comme dans le film, là, je sais plus, on fait la liste de tous ses envies, de tous ses désirs, et on y va. On y va à fond. Mais moi, comme j'ai pas choisi cette voie de la matière, j'ai choisi une voie spirituelle en me disant comment je me prépare à ce grand rendez-vous avec joie, avec libérer le grand rendez-vous qu'est la mort. Mais la mort est pas triste. C'est un passage. Donc, mais je ne pouvais pas me préparer sans répondre à une question qui est là. Mais qui es-tu ? Qui es-tu ? Non, je ne suis pas l'avocat. Non, je ne suis pas le président de la chambre de commerce. Non, je ne suis pas ça. Je n'ai pas pu être photographe, reporter que je rêvais d'être. Qui je suis ? Et c'est là que je me suis aperçu que, en fait, mes parents ne m'ont jamais parlé du passé. Je ne connais pas ni mon grand-père, ni mon rien. Le blackout total. Comme beaucoup d'entre nous. Oui. Voilà. Et du coup, mes frères Thierry et Harry m'ont aidé à faire des recherches parce que c'est pas simple. Hein. Il faut aller aux archives départementales pour prendre son temps. Après, il faut aller à Maurice, etc. Donc, on a fait tout un travail d'archéologie, d'aller chercher tout ça, et on a mis sur la table. Et à chaque découverte, à chaque fois, on s'approche, un peu comme Icare, on s'approche de la vérité, de notre vérité. Et oui, ma mère, c'est une fille de Bourbier, les Bas, fille, on arrive, fille d'affranchi. Après, il n'y a rien. C'est ça. Et en ce qui concerne mon père, engagé à Maurice, ils viennent de l'Inde, de Madras, Tangor, etc. On arrive à comprendre. Eh bien, à partir de ça, esclavage, engagiste dans une société coloniale, post-coloniale, on arrive à comprendre comment les peurs de mes parents, la violence de mes parents. Et donc, à 69 ans, là, à ce moment-là, je me dis, mais je vais écrire pour structurer ce qui se passe. Et je commençais à écrire, mais en causant avec des camarades, tout ça, en téléphonant, je m'aperçois que c'est pas mon histoire, c'est l'histoire de toute cette génération. Tous, leurs parents ne leur ont pas
éduqué les parents, les ont dressés. C'était une œuvre de dressage. Oui, vous en parlez d'ailleurs. Ah oui, il dresse. Il dresse. Viens ici, mon couillon. Il cause pas, il dresse. Voilà. Viens ici, mon couillon, m'adresse à haut. Voilà. Vous imaginez, mon couillon m'adresse à haut. Déjà, l'humiliation. Bien sûr. Après, le fouet. Et j'ai compris ça. Je comprenais la peur, la reproduction de ce qu'ils ont vu, le fouet, l'humiliation, la peur du noir. Je raconte dans mon livre que ma maman me disait on trouve pas où là c'est noir, que ça fait dans le soleil, sort à où là dedans. Quand elle vous brossait là, elle prend le coton maïs, elle me brosse, elle me dit mais il comprend pas à cause où les pas blancs, où vient pas blanc. Je dis mais papa, où les un cafrine, mon papa les malbas. Mais ce que j'ai compris à travers tout ça, c'était pas la méchanceté. C'était comme ça. Comment je peux protéger mon fils que j'aime de ça, tu vois, de la stigmatisation d'être noir, d'être de couleur. Et j'ai compris tout ça. Voilà. Donc, j'ai énormément ce qu'on appelle de la tendresse, de la compassion par rapport à tout ça. Et même, je dirais, dans mon livre, je le dis, de la compassion par rapport au bourreau, à ces salauds-là. Bien sûr. Donc, je dis, il y a un devoir de mémoire. Et je suis fier d'avoir été puisé dans ces recherches pour savoir, mais merde, comment ils ont fait, quoi. Comment ils ont trouvé cette force. Comment ils ont traversé cette résilience tout ça. Aussi. Ma maman a été enceinte pendant 14 reprises. Elle a mis 7 enfants au monde. Avec des fausses couches. Les fausses couches. Qui étaient légion à l'époque. Les fausses couches. Je suis là, je vois ma maman perdre du sang. Et c'était dur, quoi. Mais il y avait ils ont gardé de la joie. Oui, il y avait quand même de l'ambiance. La joie. Voilà, exactement. Parce que dans le livre, dans le livre, il y a aussi, c'est joyeux. C'est joyeux. Ce n'est pas un livre de tristesse. C'est quand même un livre joyeux. Alors moi, je vais revenir sur votre écriture parce qu'on en parlait avec Kelly tout à l'heure. Donc en 2010, La Réunion des possibles. En 2014, parce que vous n'écrivez pas que depuis ce livre-là, Poèmes et paysages La Réunion, d'Auguste Lacaussade. 2016, L'Olivier et le Coran. Donc, on commence à s'acheminer vers cette spiritualité. Exactement. 2025, donc, votre livre. Et donc, avec Kelly, on se disait, oui, c'est une écriture quand même particulière qui est la vôtre, cette écriture par touche, par image. Par image, Enfin, vous aviez dit que vous n'avez pas pu être reporter, photographe, mais finalement, vous l'êtes à travers l'écriture. Quand on le lit, en fait, ce qui est fabuleux dans ce livre, c'est qu'on se dit, on n'est pas obligé de suivre un fil conducteur, premier chapitre, deuxième chapitre. On prend n'importe quel chapitre et on se dit, tiens, là, il va nous parler de ça. Et se dresse exactement cette réunion que mes parents ont vécu. Je sais que je parle beaucoup de mes parents parce que, en fait, moi, je suis très friande de ce genre d'écriture-là. Je ne suis pas née à La Réunion. Je suis née en métropole. Mes deux parents réunionnais qui sont partis dans les années 70 en métropole, pour faire leur vie. Et c'est vrai que moi, j'ai connu La Réunion dans un premier temps par ces petites bribes-là. Voilà, le dressage, la petite boutique chinoise, la cuisine. La cuisine. Tout ça, en fait. Le cyclone génie. Voilà. Toutes ces petites choses-là. Et je me dis que qui veut aussi revivre cette enfance-là, en fait, lit votre livre. Oui. Parce que c'est comme vous dites, il ne faut pas être un intellectuel ou autre, parce que c'est accessible, c'est les odeurs, c'est frais, c'est la musique, c'est la découverte de l'amour, la tendresse, c'est c'est par petites bribes, on sent le petit marmin qui regarde par le trou. Il découvre plein de choses et c'est exactement ça finalement, et c'est ça qui est ça nous plonge en fait dans cet univers très naïf finalement, et ça fait du bien. Ça fait du bien. Et puis ce qui fait du bien aussi, parce que il y a beaucoup de remerciements. Il remercie ses ancêtres, il remercie ses parents. Exactement. Il remercie sa sœur Dolène. Dolène. On sent le lien, en fait. On sent le lien. Occupe quand même une place importante. Ouais. Et puis même ce professeur qui vous a dit un jour d'aller voir le film Zazie dans le crack, grâce au crack. Et donc, là où on mettait tous les cagnards, là. Mais pour la
la professeure de français que je suis, enfin, j'ai eu un peu de peine pour vous, pour le dyslexique en fait. Ah oui. Sans être diagnostiqué. On est à une époque où on diagnostique tout, hein, les TDAH, les voilà. Et vous, avec cette dyslexie, vous avez réussi. Hein, Yes. il fallait refaire un cursus. Enfin, c'est fabuleux quand même. Racontez-nous ça un cette peu, résilience. parce que ça mérite d'être raconté, Oui, parce que quand même. il y a beaucoup de gens qui sont comme ça et qui peut-être peuvent se dire. Voilà. Et lui, il n'a pas été diagnostiqué, et il a dû repasser par le F mécanique, Il y a- je sais quoi là. Ça peut intéresser, ça peut aider. Exactement. Par exemple, il y a des mots que j'arrive pas à dire. D'accord. Mais nous Yaourt, aussi, hein. j'ai des grandes difficultés. À l'aéroport, je dis l'aéroport, alors que du coup, je suis obligé de penser à la convention de l'AE. Ah, Vous d'accord. aimez? Oui, ok, vous souhaitez tout un... D'accord. Aéroport. Ah, La oui. aéroport. Ah oui. Euh, Comme moi, le chiffre 8. Hein. Ouais. Alors là, ça, des fois, si je me concentre... je suis incapable d'écrire sans faire une faute d'orthographe. Donc, comment j'ai fait mon droit? Oui, Eh c'est ben, ça. un devoir de 4 heures, je faisais mon devoir en 3 heures. D'accord? Illisible. Ouais. Après, je prenais 1 heure pour recopier. Et je me pose à chaque fois la question. Féminin, masculin, Oui, verbe ça, avoir, on se- Mais la base. etc. Voilà. etc. Ça on se Donc, le je pose. reprends tout, etc. Je mémorise l'écriture des mots. Mais ça demande une Ah, tempérance c'est un truc de fou. Ah, ben C'est oui. un truc de fou. que les jeunes de maintenant n'ont pas. Non. Je me suis construit des béquilles. Voilà, ouais, D'accord? oui, c'est ça. Et écrire bien. Et donc, je ne peux pas faire plusieurs choses en même temps. Je ne peux pas mettre mes idées sur une feuille et en même temps penser à la conjugaison, l'accord, le passé, le présent, etc. Mais qu'est-ce que tu es en train de dire? Dans quel temps tu es? Au présent? Mais si tu racontes un récit, il faut que tu sois à l'imparfait puisque c'est passé. Tout ça, je dois travailler. Ouais. Donc, Ça un ne peu peut plus, pas être ouais. instantané. Je ne peux pas faire les choses. Mais par contre, ce handicap a un avantage. C'est qu'on a un imaginaire incroyable. Très Dans prolixe. un baisement que les gens n'arrivent pas à trouver la solution, moi, je peux trouver Voilà. le chape-le-maille. Ça, on adore. Comment Exactement. il gagne le chape-le-maille? Exactement. Et là, les gars disent, ah bon, on peut faire ça? Eh ben oui. Et souvent, les gens, quand ils me critiquent, parce qu'il y a des critiques, Tout le monde. un se fait confrère critiquer. avocat me dit, bon, je parle en créole, Dirick, un baisement, un coup. Je me dis, ah bon, pourquoi? Il dit, vous êtes comme ça, viens sur le Pileti, c'est le mois de décembre, il y a un Chileti. Donc, comme des couillons, effectivement, nous monte sur le Pileti, Nalechi, nous mange, il est tellement bon, mais nous va au Tsan. Mais nous dit, vous savez, ça va. Ben, nous va Lucien Pilon gagner là-bas. Il dit à nous comme ça, ah non, il faut chapper, ah non, je suis Pilon gagner. Effectivement, nous aperçoit que notre ventre est tellement gros maintenant, nous gagnons plus de sang Eh oui. et le pilon gagné rentre donné. Donc, Voilà. ce handicap m'a permis de vraiment d'anticiper plein de choses. Oui, c'est ça. Donc, c'est un handicap, mais si on arrive à construire nos béquilles, Ah oui. eh ben, on peut faire des choses extraordinaires. Bien sûr, Voilà. comme Voilà. tous les handicaps. Le temps passe. temps On vous a passe. demandé d'emmener un objet qui vous caractérise. Voilà. Et donc, parce que ça va Oh, très bah, le vite. stylo, Ah, bah ouais, oui, oui. forcément. Il ne faut pas aller loin. Oui. Je crois que le stylo est très important parce que notre mémoire s'en va, s'enfuit. Exact. Et le stylo peut nous permettre d'écrire, de mémoriser. Je lis un livre. Il y a une phrase qui est magnifique, je vais le souligner, encadrer. Des fois, je souligne, des fois, j'encadre, etc. Il est Donc, comme moi, il écrit ses livres. Ouais. le stylo, et pour moi, c'est la base, le stylo Bic, Ouais. parce que c'est le moins cher, il est là, inusable, etc. Donc, pour moi, c'est le stylo. Et je veux vraiment, je suis très attaché au stylo et au papier. C'est une feuille de papier. La base de tout, en fait. Ouais, Mettre, parce que sur un papier qui est vierge, tout peut partir. Oui, c'est vrai. Alors, c'est vrai. un dernier mot, Kelly, parce que là, il nous je reste voulais moins d'une minute. Moi, ce qui m'a et ce qui me reste en tête quand on me dit chapeau-maille de Monsieur Nagamoto. Voilà. Eh bien, je dirais Marda Pita Guru Brahma. Ah Voilà. Et que ça reste en fait un leitmotiv. Alors, juste deux mots à propos de ça. Pour moi, chapeau-maille, c'est un mot révolutionnaire. J'aimerais que ce soit un slogan. Annonce chapeau-maille, les gars. Annonce chapeau-maille de l'iPhone. Annonce Voilà. chapeau-maille de McDo. Sortir, ouais. Annonce sortir. Annonce chapper. Voilà. De tout ce qui nous emprisonne, tout ce qui contraint notre liberté, de tout ce qui nous empêche
d'être ce qu'on est, tu vois. Ah non, chape le maille. Et c'est pas la société qui va nous permettre de nous sortir de notre condition sociale, etc., du déterminisme social. C'est à travers un certain nombre de portes, de secrets, de plein de choses. Chape le maille, c'est pour moi un slogan qui résume à non être libre. Exactement. Alors, sur ces belles paroles, Eric, nous sommes obligés de nous quitter. Exactement. Merci beaucoup pour ce moment, Eric. Merci beaucoup, Koulsoum. Et n'oubliez pas, chapons le maille. Allez, à la prochaine. Merci.